Et la première chose qu'on me dit, c'est quoi ton arnaque ? De suite, c'est bizarre. Voilà, donc j'étais plus respecté en bavant, en bossant 16-20 heures par jour dans une boulangerie où j'avais du mal à gagner de l'argent, que quand je me suis mis en ligne, où j'aide des entreprises à se développer, à générer plus de CA. La meilleure arme des mecs comme toi, mais de 100% des entrepreneurs et de 100% des humains, c'est de pouvoir se poser en priorité la gestion justement de ses émotions pour garder l'esprit clair sur notre objectif de vie, notre objectif professionnel. Prendre cette habitude lorsqu'un événement négatif se propose à toi, quel qu'il soit, on parle de travail, on parle de vie privée, c'est vraiment prendre cette habitude finalement de remercier, d'être dans une forme de gratitude quelque part par rapport à ce qui se passe. Parce que comme tu le dis là, mais on peut s'en apercevoir avec tous les événements de prime abord qui étaient négatifs dans notre vie, ça nous a permis d'avancer. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est les erreurs que j'ai pu commettre, les trucs qui me sont arrivés, c'est l'effet papillon. Bien sûr. T'as appris ça, t'as appris ça, t'as appris ça. Donc en fait, tu apprends à ne plus faire les mêmes erreurs. Et quand t'as des gens qui arrivent en face de toi qui disent « il faudrait qu'on fasse ça », non, ça marche pas. Mais le fait d'être bien entouré, de se faire bien accompagner en fait pour créer sa propre évolution, je pense qu'aujourd'hui c'est indéniable, on ne peut pas faire autrement. Enfin, moi le premier, je suis accompagné, moi le premier, je suis coaché sur plusieurs axes. J'ai un psy pour mon mental, j'ai un préparateur physique pour le sport. Bref, je me fais évidemment coacher, et même pour ce genre de travail qu'on fait aujourd'hui par exemple. C'est hyper important aujourd'hui de pouvoir se dire que seul, alors que je ne veux pas être seul, je ne pourrais pas y arriver. Donc l'importance en fait de l'environnement. Moi je le vois comme ça, c'est en mode je me suis cassé la gueule, mais tant mieux, je me suis cassé la gueule parce que les erreurs que j'ai fait ce jour-là, je vais pas les reproduire en fait. Les erreurs sont des conséquences de choix qu'on a fait avec courage, mais très souvent ces erreurs-là peuvent nous faire juste intégrer qu'on ne peut pas. Au moment où on se dit que j'aimerais faire quelque chose et que je ne peux pas le faire, c'est à ce moment-là où en fait on doit se mettre un grand coup de pied au cul, très clairement, pour traverser cette peur, parce que c'est juste derrière la peur en fait qu'existe le merveilleux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone de Pouvoir. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, j'accueille mon premier invité, chef d'entreprise sur ce plateau pour échanger avec lui. On va parler de parcours personnel mais surtout de parcours professionnel. C'est pas un épisode théorique aujourd'hui, on va parler de réalité, on va parler de la vie de l'entrepreneur, on va parler des choses qui concernent vraiment le quotidien de ces entrepreneurs, dans les périodes de doute, dans les périodes de réussite et tout ce qui remplit finalement cette vie-là. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, justement, sur ce premier épisode, Jérôme Renard, qui a une vie assez atypique, comme beaucoup d'entrepreneurs. Il a un parcours qui est assez riche par son expérience. Il est passé d'un mode salarié, où il était pâtissier, puis technicien de fabrication, pour un jour choisir cette vie d'entrepreneur. Il a aujourd'hui une entreprise. Il est spécialisé dans l'email marketing et le développement des entreprises. J'ai ce plaisir particulier aujourd'hui à l'accueillir. Bonjour Jérôme, comment ça va ? Bonjour à toi. Écoute, ça va très bien, et toi ? Ça va super, merci. Comme je te disais, c'était un grand plaisir de t'accueillir là aujourd'hui, dans cet échange où on va parler évidemment de toi, de ton parcours, du quotidien, comme je disais, du chef d'entreprise en général. Alors, si tu le veux bien, on va commencer par une question qui est à la fois simple mais très pertinente, je pense. C'est que, comme beaucoup de chefs d'entreprise, tu as été dans le monde du salariat. Quand je dis beaucoup, c'est quasiment tous les chefs d'entreprise qui ont un jour choisi de changer de vie. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé un jour à laisser le monde du salariat pour justement te lancer dans cette folle aventure qui est l'entrepreneuriat, créer ton entreprise, créer ton activité? C'est quoi, toi, ton chemin? Alors, j'ai commencé, ma première entreprise, j'étais boulanger-pâtissier. J'avais été salarié donc à peu près pendant 8 ans. D'accord. Donc, à 25 ans, j'ai décidé d'ouvrir ma propre boulangerie-pâtisserie parce que, en fait, j'en avais un petit peu marre de devoir toujours faire ce que les autres voulaient faire. J'étais pas libre de ce que je voulais faire, de développer, de faire des tests. En fait, quand tu es salarié, tu dois juste suivre ce qu'on te demande de faire. Et ça, j'ai toujours eu un petit problème avec ça. Toujours un petit problème avec avoir quelqu'un qui devait me dire exactement ce que je devais faire, ce que j'avais le droit de faire et pas le droit de faire. Ouais. Donc voilà, c'est venu naturellement en fait. J'ai fait vraiment de tout. Tout type de pâtisserie. Après, j'ai décidé de me lancer, tout simplement. Ok, c'était quoi? C'est une recherche de liberté, du coup? Oui, liberté. De toute façon, quand tu es entrepreneur, c'est un peu ça. C'est souvent ce qui motive d'ailleurs les gens, oui, effectivement, à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est en premier lieu, effectivement, cette liberté. Même si, en deuxième séquence, très souvent, on peut être déçu de ne pas avoir cette pleine liberté. Alors oui, on fait ce qu'on veut quand on veut, on décide effectivement de tout, mais aussi, on est contraint d'avoir sa propre stratégie et d'arriver forcément à se nourrir par soi-même. C'est vrai que ce n'est pas toujours le plus évident. Donc du coup, tu le disais, donc, tu as été pâtissier, boulanger pendant quelques années et à ton compte. La suite de ton parcours, c'est quoi avant d'arriver justement à ce cap que tu as passé de te lancer dans l'email marketing et le développement des entreprises?
Le parcours, en fait, moi, mon parcours, il a très mal fini. J'ai fermé au bout de 3 ans, mon four m'avait lâché, j'avais pas de dette, donc j'ai fermé parce que c'était insupportable. Et on parlait de liberté, mais c'était du 16-20 heures par jour. Mm. Donc, en fait, la liberté de création, de gestion, oui, mais la liberté pure, non. Donc, j'ai fermé et je suis reparti en employé. Je m'étais dit, plus jamais je me remettrai à mon compte. Ouais. Et je me suis retrouvé en usine, tout simplement, D'accord. à faire de la fabrication au début, c'était du conditionnement de médicaments. Et 1 an et demi que je sois rentré dans l'entreprise, je suis passé en fabrication directement, D'accord. fabrication de médicaments. Je voulais évoluer, tout simplement, sauf que on m'a refusé toutes les formations. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me trouver autre chose à faire à côté pour faire un complément de salaire. Et 6 mois après, je donnais ma démission parce qu'en fait, je gagnais plus. Avec l'email marketing à l'époque, j'avais ma première agence là-dedans, où j'étais seul en fait, Ouais. en tant que freelance. Et je l'ai développé en agence. Et après, ça a fait que d'évoluer. Et je me suis associé maintenant parce que on est plusieurs à maîtriser, à être complémentaires. Super. Donc, pour pouvoir répondre à tous les besoins d'une entreprise, justement dans le développement, parce que rédiger des emails, c'est bien. Mais derrière, il y a énormément de choses, que ce soit un entrepreneur, que ce soit une grosse entreprise, que ce soit un e-commerce. Tu as l'email, oui, mais tu as la communication générale, tu as des stratégies, on pourrait parler de tout ça, ça prendrait 1 heure, parce qu'il y a tellement de choses à voir, et faire juste de l'email, alors qu'il y a plein d'autres choses qui ne vont pas, ça ne marche pas, il faut que tout soit cohérent ensemble. Bien sûr. Et voilà. Donc, Alors, c'est intéressant dans ce parcours. Moi, je relève qu'il y a eu cette période finalement où tu as cumulé, c'est-à-dire que tu étais encore salarié, tu bossais dans la fabrication, et dans le même temps, tu avais lancé ton activité en auto-entrepreneur, j'imagine. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent parce qu'on parlait de liberté tout à l'heure. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est libre. Alors, très souvent, décrié un petit peu par le public, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, fait ce qu'il veut, etc. Enfin, ça, c'est l'image, entre guillemets, idéale qu'on peut se faire du chef d'entreprise, du dirigeant, peu importe, des gens qui créent leur société, peut-être parfois même un petit peu jalousés. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas, et j'aimerais souligner ce point-là avec toi, on ne s'imagine pas en fait l'effort au départ. C'est-à-dire que cette oasis, quelque part, qu'on va aller rechercher, qui est ma liberté. Alors ma liberté, malheureusement, n'est pas toujours synonyme de sécurité. Et cet effort, en fait, qui est à donner, à réaliser, à investir, il est juste énorme. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'on peut rêver, fantasmer sur... ça y est, je monte ma boîte, je vais être libre. Et à partir de là, je vais faire ce que je veux. Ouais, enfin... En attendant, il y a l'investissement. Alors, on parle d'investissement de temps parce que quand on cumule 2 activités, forcément, je crois qu'on n'est plus à 35 heures depuis longtemps. Il y a l'investissement, l'argent, même si on ne monte pas forcément des sociétés qui nécessitent un gros apport au départ. Mais tout cet investissement, et puis on ne parle pas non plus là maintenant tout de suite de l'investissement personnel sur le plan même physique, c'est-à-dire à s'investir et les heures de travail que tu as pu faire pour réussir à monter ton nouveau projet et le temps de switcher entre les deux, ça c'est important à souligner parce que un entrepreneur justement, alors j'en parlais dans un ancien podcast, c'est pas dans l'ADN, c'est-à-dire qu'on n'a pas de génome qui dit je suis un entrepreneur, je suis un dirigeant, ça s'invente pas et c'est vrai que c'est à souligner, c'est-à-dire que le prix de cette liberté, par rapport à ce que tu dis là, moi j'aimerais le souligner, le prix de cette liberté est quand même conditionné par beaucoup d'efforts et voire de sacrifices. je vais même te dire la différence qu'il y a eu, parce que tu parles d'investissement de temps, mais même déjà l'époque de la boulangerie-pâtisserie, c'était investissement de temps et d'argent. J'investis plusieurs dizaines de milliers d'euros dedans, parce qu'il y avait énormément de frais. Et tout ça pour gagner 500 balles par mois, n'avoir droit à rien parce que tu es entrepreneur. Bien sûr. J'étais plus respecté en gagnant 500 balles par mois avec une boulangerie-pâtisserie où je bossais non-stop que quand je me suis mis en ligne, où je disais que je travaillais, donc je travaillais de nuit en plus la plupart du temps, et derrière je travaillais sur un truc, je gagnais rien, et on me disait pourquoi tu fais ça, t'as un bon job, arrête-toi là. Je dis non, j'ai envie de retrouver cette liberté, de recréer en fait, parce que moi j'aime beaucoup créer, je suis quelqu'un de créatif, j'aime bien inventer, je fais beaucoup de storytelling, donc je voulais ça. Et on me respectait plus en gagnant 500 euros par mois, et personne n'a compris la transition entre j'ai un job, je me forme pour trouver des clients, pour être bon en email marketing. Et quand j'ai quitté mon job pour me mettre dans l'email marketing, on m'a dit pourquoi tu as fait ça. Je dis je gagne un petit peu plus, la même chose, voire un peu plus, je travaille moins. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est quoi ton arnaque ? Tout de suite, c'est bizarre. Voilà, donc j'étais plus respecté en bavant, en bossant 16-20 heures par jour dans une boulangerie où j'avais du mal à gagner de l'argent, que quand je me suis mis en ligne, où j'aide des entreprises à se développer, à générer plus de CA.
Et là, du coup, tout de suite, c'était soit de l'arnaque, soit c'était un... Je me suis dit, mais quand même. Quand tu parles d'être plus respecté, justement, ou moins respecté, du coup, c'est par rapport justement au regard des autres. Ouais. C'est-à-dire le discours quelque part de ton environnement. Alors attends, je comprends pas, tu travailles moins, tu gagnes plus, c'est quoi ton arnaque? C'est ce que tu soulignes, ouais. Ah bah oui. Ça a été les premières réactions. Et là, par contre, l'investissement de temps, je bossais de nuit. Donc, des fois, je rentrais, je bossais Ouais. pour apprendre. J'allais dormir, j'avais ma vie. En plus, j'étais en couple à ce moment-là. J'avais acheté ma maison, j'avais encore mes travaux à faire, à finir. Donc, Oh. je faisais les travaux, je faisais ça. Je bossais pour ma nouvelle activité. Et quand j'ai tout arrêté, j'ai pu finir ma maison tranquillement parce que j'avais plus de temps. Et les gens, ouais, ça a été toujours ça a été des réflexes comme ça. Bien sûr. Et ce genre de réflexion, tu dis, ah, d'accord, ok. Ça peut déstabiliser. Ça déstabilise pas qu'un petit peu. Ouais, c'est-à-dire que toi, on parle de doute, hein, souvent, c'est vrai que parce qu'on parle de lucidité, mais on parle aussi justement de doute. Lorsqu'on est sous pression, parce qu'il y a quand même une question d'être sous pression. Alors j'ai soulevé un truc là tout de suite, si tu veux bien, c'est cet investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, justement, il y a beaucoup de personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, ou voire qui sont déjà chez l'entreprise et qui rêvent quelque part de, pardon, de réussir, d'évoluer, mais qui oublient en chemin, en fait, cette notion d'investissement. C'est-à-dire que investir sur soi, alors tu le soulignais, se former, se faire accompagner, ce que tu fais aujourd'hui d'ailleurs, toi, Ouais. en tant que pro maintenant auprès des entreprises, ce que je fais aussi, entre guillemets, aussi. Euh, L'idée d'investir pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui est, je le souligne, mais est-ce que pour toi c'est essentiel d'investir, alors pour soi c'est une chose, mais sur soi justement pour réussir à évoluer et demain connaître un succès? C'est obligatoire. Ouais. Tu peux pas, en fait. Le business, il est constamment, et encore plus business en ligne. Nous, on a plusieurs entreprises, aussi bien de l'e-commerce, entreprises bien implémentées, des entrepreneurs. On travaille avec des business complètement différents. On a même des clients dans le luxe, dans les produits de luxe. Ces gens-là, si on n'évolue pas nous-mêmes, comment on les fait évoluer? On est bien d'accord. On travaille avec une entreprise qui est là depuis 6 générations, Ouais. qui veut développer le côté B2C. Si on fait comme eux et qu'on reste sur ce qu'on a appris il y a quelques années et qu'on n'évolue pas, on est largué. Ouais, bien sûr. C'est vrai, Vraiment. c'est cette constante alimentation quelque part, alors sur le plan cognitif, sur la compétence. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est indéniable. Ce que tu dis là, enfin, je suis d'accord évidemment à 100%. On ne peut pas espérer apporter à quelqu'un ou évoluer soi-même en coupant quelque part ce robinet en fait, qui est la connaissance. On ne peut pas espérer évoluer sans apporter, je dirais, du nouveau carburant à nos connaissances, à nos compétences. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui, alors toi, dans ton domaine, parce que je l'entends bien, où tu accompagnes, tu as un domaine d'expertise, où tu es obligé quelque part d'apporter du plus à certaines entreprises, alors, en sachant qu'effectivement, ce n'est pas une question de se positionner sur je suis meilleur ou je suis plus grand. Non, non, je pense que chacun a ses compétences et que lorsqu'on va vraiment faire s'agglomérer ses compétences autour d'un même projet, on peut y arriver. Penser aujourd'hui, alors c'est suicidaire de penser aujourd'hui qu'avec mes compétences actuelles, avec l'environnement actuel, le produit, le marché, les clients, enfin peu importe, mon résultat pourrait évoluer si je reste dans ce schéma quelque part de fonctionnement. Comment mon résultat pourrait évoluer si je ne fais rien de plus ou rien de mieux? Et je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as fait toi et comme tu le fais dans ton quotidien, et moi je suis évidemment super admiratif des gens comme toi qui accompagnent d'autres entreprises, mais c'est de se dire finalement apporter quelque chose de plus pour un autre résultat. Aujourd'hui, encore une fois, je souligne, c'est suicidaire de penser que je peux avoir un autre résultat en continuant à faire la même chose. Tu l'as prouvé toi à travers ton parcours, et bravo, parce que évidemment, on ne devient pas un jour chef d'entreprise à succès, puisque je crois savoir que ton entreprise aujourd'hui connaît un succès, on va en parler un peu plus loin. Mais j'étais petit pâtissier à 500 balles par mois, j'étais dans la fabrication en usine pour fabriquer des médicaments, je crée une boîte. On a quand même un parcours aujourd'hui, quand on le regarde, une évolution, une ambition. Ça, c'est important, parce que c'est aussi un des plus gros carburants, c'est l'ambition, des objectifs qui ont été posés à un moment donné. Et puis surtout, une abnégation à se dire, je prends un risque, malgré tout ce qu'on peut dire autour de moi, je suis un arnaqueur, machin, bref, etc., tout ce qu'on peut penser de moi, malgré tout, j'y vais, je fonce, et avec tout ça, j'arrive au point que je m'étais fixé, puis je pense que c'est un début pour toi, et je te souhaite en tout cas d'évoluer encore très très loin. Dans tout ça, effectivement, ne pas avoir de doute, c'est compliqué, Jérôme. T'en as tout le temps. Et même, c'est quand t'es entrepreneur, t'en as tout le temps des doutes. Parce que En fait, alors, à part les gens qui se remettent jamais en question, et ça, c'est la pire erreur, parce qu'il faut toujours se remettre en question, toujours chercher si tu peux trouver mieux. Et le doute, il fait partie de ça. C'est
Tu bosses pour des clients, d'accord, mais si tu perds ces clients-là, comment ça se passe? Tiens, ce client-là, il y aurait ça, mais est-ce que ce serait pas mieux de faire une autre stratégie? Tu doutes, tu mets des choses en place. Ouais. Des fois, tu dis il faut faire des A/B tests, mais tu peux pas faire des grands écarts dans toute la communication Bien sûr. sur une entreprise qui marche déjà. Ouais. Parce que Ah, tu la plombes. Donc, en fait, tu as toujours ce doute, tu as cette pression-là constante. Et derrière, tu as des discours en mode, comme je disais là, quand je me suis lancé dans l'email, en mode ah, si tu gagnes tant en bossant tant d'heures par semaine, je veux bien le faire aussi. oui, c'est facile. Fais-le. Ouais. C'est ça, fais-le, ouais, c'est ça. Fais-le plutôt C'est que ça. de Ouais. me dire que c'est facile. Non, ça n'a pas été facile. Mm. Justement, tu parlais de la période de transition pour en arriver là. C'est hyper compliqué. Et moi, je passe mon temps à analyser. Je regarde ce qui se fait ailleurs, je regarde ce qui se fait dans d'autres pays, dans toutes les cibles. Je m'interdis de rester dans mon petit cocon Ouais, de en stagner. disant Mm. voilà, j'ai mes connaissances, point barre. Non. Ouais. Alors, on Obligé. le sait, une entreprise de toute façon qui stagne, c'est une entreprise qui est prête à couler. Mm. Et c'est vrai que quand on parle du doute aujourd'hui, moi j'aime beaucoup cette notion de doute sur le plan, on va dire, mental et psychologique. Le doute, la période de doute, je trouve toujours plutôt saine ces périodes-là, puisque ça nous pousse au moins à taper dans nos ressources pour trouver une nouvelle solution, pour effectivement trouver un nouvel éclairage, changer aussi de position, c'est-à-dire que dans le doute, on est obligé de trouver finalement une autre voie, puisqu'on doute, on ne sait plus. On doit regagner quelque part une position où je vais de nouveau savoir, ou savoir à nouveau, peu importe. Ces périodes-là, en fait, elles sont plutôt bénéfiques. C'est un petit peu comme la peur, finalement. D'accord? Le doute, la peur, ce sont des situations qui nous poussent à aller taper dans nos ressources et enfin à avancer différemment. Tu as dépassé ces doutes-là. Et si on parle maintenant de difficultés, c'est-à-dire que si, bien évidemment, il y a ce parcours qui est semé de réussite, de doutes, etc. D'échecs aussi. D'échecs aussi. Et l'échec, tu le sais, moi je suis un des premiers à dire que l'échec fait partie de la réussite. On n'a pas de réussite sans échec, on n'a rien sans tenter. On ne peut pas espérer gagner si on n'a pas essayé de jouer. Donc, ça fait partie du jeu, effectivement, de perdre de temps en temps pour gagner ensuite, que ce soit pour un sportif, un chef d'entreprise, enfin, peu importe, ou dans la vie en général, dans la vie sociale en général, si je ne tente pas, j'aurai pas. Donc, à partir de là, on doit accepter cette résilience de l'entrepreneur, elle est importante, c'est une capacité que les entrepreneurs ont en plus de leur pugnacité, c'est de se dire à un moment donné, effectivement, je prends un risque, alors je mesure, parce que tu le dis, j'analyse, donc il y a toujours cette période de est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, etc. Mais dans cette prise de risque, même si elle est mesurée, il y a un risque. Et ce qui est d'autant plus, comment je pourrais dire, courageux, c'est justement de le savoir dès le départ, qu'il y a un risque de se planter et d'y aller quand même. C'est pas de la folie, je veux dire, les chefs d'entreprise sont pas masos, mais le fait de braver quelque part les peurs pour atteindre un objectif qui est précieux, je pense qu'effectivement, on peut appeler ça du courage à un moment donné. Et ça fait partie, pour le coup, de ce qui crée, de ce qui compose, en fait, un chef d'entreprise aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs. Tous ceux qui ont pris des décisions, que ce soit d'anciens conquérants, enfin, peu importe, ont dû faire preuve de courage. Donc, bravo à toi, ça c'est clair, comme bravo à tous ces chefs d'entreprise qui prennent ce risque en sachant qu'ils peuvent se planter, mais qui ont effectivement planté le décor, planté l'objectif, mis les moyens en face pour y arriver, en acceptant que de temps en temps, effectivement, il y ait des doutes et il y ait des échecs. Il y a ça, et je vais même rebondir là-dessus. J'ai un client que j'accompagne toujours aujourd'hui, et lui, au début, quand je lui ai présenté ce que je voulais faire, parce qu'on parle de nos doutes, mais aussi les doutes, c'est du courage d'affronter le client, le prospect qui a des doutes, qui se dit c'est quoi ton truc, je sais pas trop si ça va m'apporter. J'ai dit écoute, on fait 3 mois en période d'essai et on voit ce que ça donne. Ouais. Donc c'est un e-com et j'ai tout misé sur le storytelling. Donc tout le monde m'a dit, et plein de gens avec qui je parlais ou on parlait stratégie, non mais fais pas ça, ça sert à rien. Ouais. Pourquoi tu ferais ça, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Personne l'a fait. Bon, on va essayer. C'est ça. Donc, c'est une question. Ils ne savaient pas que c'était Courage, il y a des impossible, doutes. alors ils l'ont fait. J'aime bien cette C'est notion. ça. C'est vrai, c'est bien. Donc, tu as un mélange de doutes, Mm. parce que les gens te mettent du doute. Toi, tu te dis, attends, je vais tenter un truc, peut-être ça va pas marcher. Il y a le client qui doute, qui se dit, ah, t'es sûr? Oh, ok. Bon, on va essayer. Non, on est sûr. Ouais, pas de souci. Donc, ça s'appelle pas de la folie, mais ça s'appelle avoir du courage d'essayer autre chose. Ouais. Alors, c'est peut-être un petit peu de la folie, je ne sais pas comment Ah le ben, qualifier. je ne mais sais pas comment on peut le qualifier. Bon, c'est certainement pas de la folie, puisqu'il faut avoir Voilà. quand même la tête bien sur les épaules pour construire une société aujourd'hui, pour faire tourner en tout cas une société, parce que la construire, c'est une chose, mais ensuite, il faut la maintenir dans le temps. On parlait du courage, mais il y a aussi une question de confiance. Et comme tu l'évoques là, le client n'a pas forcément confiance parce que tu es nouveau et que tu tentes quelque chose qui n'a pas encore été fait. Toi, tu n'as pas forcément super confiance dans ce que tu vas mettre en place, mais
quelque part, justement, tu vas afficher cette confiance. C'est-à-dire qu'en termes de valeur perçue, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et c'est là où il faut être, excuse-moi du terme, mais il faut avoir les couilles bien accrochées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu mets tout sur la table. Tu joues effectivement à la fois ton activité, ton revenu, ta pérennité, la confiance client, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu le sais, c'est facile de se faire démonter si on fait une boulette. Donc, encore une fois, au-delà du courage, on n'est pas dans de la folie, mais il y a une question de confiance en soi. Et c'est là où c'est important que le chef d'entreprise aujourd'hui puisse se positionner à un moment donné comme quelqu'un en qui il va croire, lui, d'abord. C'est-à-dire qu'au-delà du marché, comme tu le soulignes, il y a des choses, ça n'a pas été fait, ça a été fait, peu importe. Ouais. En attendant, c'est toi qui te positionnes à un moment donné avec cette certitude, non pas que ça va marcher, mais de savoir exactement où tu vas aller. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui chez un chef d'entreprise, entre guillemets, qui va réussir et un qui va stagner, voire qui va se plomber. C'est cette certitude de savoir où exactement je vais, malgré le résultat, parce que j'ai beau avoir un objectif qui soit bien carré, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en attendant, je vais tout faire pour y arriver. Cette ambition, encore une fois, je pense que ce qui est le plus important, et rien que par notre comportement, le fait d'afficher, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. En tout cas, je sais que ce que je vais mettre en place, c'est fait pour aller vers le meilleur résultat possible. Rien que le fait d'afficher ce comportement, comme je disais que ce qui est important, c'est le chef d'entreprise, avant même son environnement, c'est que tu saches exactement où tu veux aller toi, comment tu veux y aller toi, et justement afficher par ton comportement, et c'est ce que tu vas transmettre justement à tes clients, à tes collaborateurs, à tes fournisseurs, peu importe, finalement quand quelqu'un est sûr de lui, est-ce qu'on n'a pas envie de le suivre? À l'inverse, je sais pas, je vais essayer, je suis pas sûr. Le mec qui va pas faire un chèque en blanc, ça c'est évident. Mais c'est sûr, mais ce client-là, je l'aurais pas eu si j'aurais pas été en mode poker face. Bien sûr, bien J'y sûr. étais, je dis non, écoute, moi je l'ai déjà testé, alors pas dans cette niche-là, mais par contre j'ai déjà testé sur d'autres domaines, je le maîtrise, je sais qu'il y a quelque chose à faire dessus. Bon, on va tester. Ok, on va tester. Au bout d'un mois, il me dit ouais, t'inquiète, les clauses du contrat, on valide tout et on prolonge. Ouais. Ça a été ça direct. Mhm. Et aujourd'hui, je suis toujours avec, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble et on développe encore le site. Ouais. Mais c'était il faut avoir il y a ce goût du risque aussi. Bien On sûr, aime ce goût bien du sûr. risque. Le doute, la certitude, il y a tout qui se mélange. Il y a un moment, tu vas être sûr. Après, tu dis, je sais pas trop. Et tu as les autres personnes qui vont te dire oui, non. Ou des fois, tu es tout seul dans ton truc. Tu as l'impression que ça va être bon. Ou tu as l'impression que tu vas foirer. Et tu as des résultats que tu n'espères même pas atteindre. Des fois en négatif ou en positif. Ouais. Et c'est là que sur les premières périodes, il va vite falloir savoir réagir. Et ça, c'est aussi la capacité. C'est de vite rattraper le tir si quelque chose ne va pas. Ouais. Parce que tu ne peux pas sortir la super bonne idée comme ça en claquant des doigts d'un coup. Ça ne marche pas. Il faut toujours affiner, régler les petits détails. Et c'est pour ça qu'on parlait de résilience. Voilà. C'est la capacité, et je pense que c'est un des atouts premiers d'un chef d'entreprise, c'est d'accepter justement les événements tels qu'ils se présentent et réagir au plus vite. C'est-à-dire, plus je mets de temps à réagir, puisque je m'arrête effectivement sur un échec, sur une erreur, peu importe ce qui arrive, plus je mets de temps quelque part à accepter, plus je mets de temps à réagir, et plus je perds de temps, évidemment, plus je perds d'argent, plus je perds effectivement cette possibilité de rebondir et de continuer mon business comme je le voulais au départ. Cette résilience, elle est hyper importante. C'est un des points, je crois, à souligner en termes de capacité première à avoir pour un chef d'entreprise, c'est justement cette acceptation. Dans ces périodes, en général, alors tu as eu des réussites, tu as eu des échecs, le chemin n'est pas fini évidemment. D'après toi aujourd'hui, alors pour toi personnellement, quelles sont les ressources personnelles qui t'ont le plus servi justement à traverser ces différentes étapes, à justement accepter certaines choses qui n'allaient pas comme tu voulais et à continuer justement sur ton chemin malgré tout? Quand j'y parle de ressources personnelles, tu vas peut-être parler un petit peu de ce que tu as dans ta personnalité par rapport à ta vie, par rapport, peu importe. C'est quoi toi, si tu avais un petit truc à dire, moi vraiment, ce qui m'a permis de traverser, c'est parce que j'ai ça dans ma personnalité, j'ai ça dans mon caractère, j'ai ça dans ma façon de quelque part d'être. Moi, j'ai toujours ma petite phase où, quand il y a un échec, bon, évidemment, ça me plombe le moral. Et au bout de quelques jours, je vais analyser. Je vais regarder ce qui allait, je vais regarder ce qui n'allait pas. Et je vais remonter petit à petit, en fait. Je me dire, ah, d'accord, c'était ça, en fait. Ça, j'aurais pas dû le faire comme ça. Ça allait. Ah ouais, mais j'aurais peut-être pas dû le faire de cette façon-là non plus. Et en fait, tout réanalyser, me refaire un petit peu tout le film, de comprendre ce qu'il aurait fallu que je fasse mieux, les erreurs que j'ai fait, les trucs qui allaient bien, et en tirer les conclusions. Parce que alors ça,
dans le business et je côtoie énormément de monde, il y en a beaucoup, c'est la faute des autres. Oui, ça c'est plus facile. Et tu es toujours responsable de tout ce que tu fais. Bien sûr. Et ça, à partir du moment où déjà tu as compris ça et que tu sais comment traiter ce problème déjà, ça va beaucoup mieux. Parce que tu te plantes, dire oui, c'est parce qu'un tel. Non, c'est toi. Bien sûr. Si tu avais quelqu'un d'autre avec toi qui a mal fait le boulot, c'est parce que c'est ta faute, c'est pas toi qui l'as cadré Et correctement. c'est important, si tu veux trouver des solutions, c'est important effectivement de fixer le vrai problème. Et tant qu'effectivement tu veux le placer ailleurs que sur tes propres responsabilités, c'est compliqué. Et quel que soit l'événement, encore une fois, hein, quel que soit l'événement qui semble problématique, moi ce que je vais souligner là, parce que je souligne très souvent, c'est justement pour gagner du temps dans cette forme de résilience, d'acceptation, pour passer à autre chose. Comme tu dis, j'analyse, j'ai besoin de quelques jours pour analyser, après je comprends, je conclus et j'avance. C'est justement de prendre cette habitude. Prendre cette habitude lorsqu'un événement négatif se propose à toi, quel qu'il soit, hein, on parle de travail, on parle de vie privée, c'est vraiment prendre cette habitude finalement de remercier, d'être dans une forme de gratitude quelque part par rapport à ce qui se passe. Parce que comme tu le dis là, mais on peut s'en apercevoir avec tous les événements de prime abord qui étaient négatifs dans notre vie, ça nous a permis d'avancer. C'est-à-dire que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est une phrase que beaucoup connaissent, hein. Nietzsche est connu pour ça. Évidemment que toutes les leçons, même si elles paraissent sur le coup dramatiques et que quand on parle dans une entreprise de perdre un gros client, peut-être une liquidation, peu importe ce qui se passe, si on prend cette habitude d'accepter directement ce qui se passe en se disant que de toute façon, ce qui se passe là maintenant, c'est exactement ce qui va me faire grandir, puisque c'est une leçon. Et je pense que les leçons, quelles qu'elles soient, on les paye. On les paye, ces leçons. On paye d'ailleurs des programmes, on paye des accompagnements, on paye des coachings, on paye tout. Mais finalement, on ne voudrait pas payer en fait ce que la vie nous propose à travers nos propres erreurs, celles qui nous appartiennent, parce que bien évidemment, je pense qu'on n'est jamais expert, on n'est jamais réellement expert de tout, et que on est continuellement, en termes d'apprentissage, continuellement en train d'apprendre. Et c'est important de pouvoir regarder à un moment donné les événements directement comme « Ok, c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que j'ai à en tirer ?» Puisque c'est exactement à partir de là que je peux grandir. Comme on parlait des doutes tout à l'heure. C'est-à-dire que le doute, ça te permet au moins de te remettre en question. Une erreur te permet au moins d'apprendre comment faire autrement. Je parlais dans un précédent podcast des vertus de l'échec. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin. Si tu ne le connais pas, je t'invite à le lire. C'est justement prendre ce qu'on perçoit comme un échec. Et on est encore sur une forme de perception parce que pourquoi un événement, pour certains, serait négatif et pour d'autres, finalement, serait insipide, c'est vraiment le jugement qu'on y porte par soi-même et tout ce que ça va générer ensuite en termes d'émotions négatives. Ça va réveiller des peurs, ça va peut-être créer un manque de confiance, une perte d'estime, peu importe. Alors que finalement, si je le regarde comme « Ok, je prends une leçon », elle me coûte. Dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, les erreurs coûtent très souvent de l'argent, du temps, des collaborateurs, peu importe. Mais si je prends de façon un petit peu isolée cet événement comme quelque chose de bénéfique de suite, ok, c'est comme ça ne devait pas se faire, ou ça s'est fait comme ça me permet au moins de me dire comment maintenant je fais différemment. Il n'y a pas d'impasse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'impasse dans la vie. Cette impasse, cette notion de là, ok, ça n'a pas marché, je suis perdu. Lorsqu'on commence à percevoir ou à se sentir comme avec un grand mur en face, 2 murs sur les côtés, qu'on dit ça y est, je suis bloqué, c'est la fin. Et très souvent, on voit des gens qui se démoralisent totalement parce qu'ils sont face à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Donc, c'est la fin, ça réveille des peurs, je suis plus capable, etc., etc. On oublie toujours qu'une impasse, c'est 3 côtés fermés et qu'on y est rentré. Et en se retournant, finalement, on a cette porte d'entrée qui est aussi la porte de sortie et qu'on peut encore changer finalement de direction et rebondir différemment. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est qu'à un moment donné, on doit avoir cette capacité d'accepter, d'analyser, évidemment, parce que si on n'analyse pas, qu'est-ce qui se passe? On recommence la même erreur, on est dans des schémas répétitifs, on n'y arrive pas. Donc tu as raison. C'est exactement ça. Et moi, à chaque fois, on me dit « Ah, mais Jérôme, c'est pas bête ce que tu as dit là. » Oui, mais c'est parce que je suis passé par toutes ces erreurs-là. Bien sûr. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est les erreurs que j'ai pu commettre, les trucs qui me sont arrivés, c'est l'effet papillon. Bien sûr. T'as appris ça, t'as appris ça, t'as appris ça. Donc, en fait, tu apprends à ne plus faire les mêmes erreurs. Et quand tu as des gens qui arrivent en face de toi qui disent « Ah, il faudrait qu'on fasse ça. » Non, ça marche pas. C'est pas une bonne idée. Et derrière, ah oui, donc il faudrait trouver autre chose. Tu n'as pas forcément la solution, mais tu sais que tu vas te dire là, non, c'est pas bon. Et moi, quand on me demande, ouais, mais toi, regarde, tu as beaucoup réussi et tout, je me suis cassé la gueule, mais un nombre incalculable de fois. Mais oui. Je dis, mais moi, je vois l'échec comme il voit aux États-Unis, tu sais, c'est un diplôme, l'échec. Oui, moi, je le vois comme ça. J'en parlais dans un précédent podcast. Moi, je le vois comme ça, c'est en mode, je me suis cassé la gueule, mais tant mieux, je me suis cassé la gueule parce que les erreurs que j'ai faites ce jour-là,
bah, je ne vais pas les reproduire en fait. Bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, oui, on accompagne des boîtes. Des fois, ça met plus de temps que d'autres parce qu'on on n'est pas, on est dépendant de ce qui a été fait. Bien sûr. Le marché, c'est lui qui donne la réponse, donc on ne peut pas sortir des solutions toutes faites comme ça. Mais ce sont les erreurs, c'est les analyses qu'on a pu faire depuis plusieurs années, l'évolution constante, ce qu'on voit à côté, ce qu'on peut observer. C'est ça qui nous apporte. Toutes les micro-erreurs, et surtout, je parle avec beaucoup de monde, les erreurs que eux ils ont pu faire aussi, je les prends parce Bien que sûr. ça évite de te planter, Ah, mais mais encore beaucoup tu gagnes plus. du temps. Tu C'est gagnes ça. du temps. Et c'est pour ça que c'est important, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tu accompagnes des entreprises, c'est important de se faire accompagner par des gens qui ont de l'expérience. Des gens effectivement, qui te diront moi, j'ai tout réussi, j'ai jamais perdu. Mais il faut les fuir, ces gens-là. Ah oui. Moi, le premier, entre parenthèses, je suis un ancien dirigeant avant de m'être reconverti. J'ai connu effectivement la faillite. C'était en 2011. J'ai Oui. connu, j'avais une grosse société à l'époque qui, pour des raisons, alors pour le coup, qui étaient législatives, a fait que j'ai dû fermer cette entreprise. Il a fallu rebondir, et la preuve aujourd'hui, je suis la preuve qu'effectivement j'ai pu rebondir, mais fort de cette expérience. Et comme toutes les situations qu'on peut appeler d'échec si on le veut, peu importe, ce sont des. Moi, je pense, et j'appelle ça des situations de croissance, c'est-à-dire que ça nous permet effectivement de grandir. Oui. On ne s'arrête pas sur une difficulté, on rebondit. Et c'est ce qui fait la force aussi d'un entrepreneur, parce que souvent les entrepreneurs, encore une fois, ont tendance à, parce qu'ils sont par exemple dans le média ou parce qu'ils sont dans l'email marketing, peu importe. Mon métier, c'est email marketing. Non, ton métier, c'est entrepreneur. Ouais. Ton métier, c'est la création et le développement des entreprises. Et on voit d'ailleurs des multi-entrepreneurs qui sont dans plusieurs domaines différents d'ailleurs et qui entreprennent dans plusieurs. Aujourd'hui, on a même des mecs qui ont une centaine d'entreprises. Le métier, c'est chef d'entreprise, c'est entrepreneur. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, ça, parce que ça sous-entend quand même une personnalité, ça sous-entend un tempérament, ça sous-entend effectivement toutes ces notions dont on parlait de résilience, de courage, d'acceptation, bref, peu importe. Un entrepreneur, enfin tu le sais, moi je le compare très souvent à un sportif professionnel. C'est-à-dire qu'il doit être exigeant avec effectivement tout ce qui l'entoure pour pouvoir justement accepter, absorber tous les événements. On en parle trop peu de ces entrepreneurs qui, à 4 heures toutes les nuits, se sont réveillés parce qu'ils sont déjà en train de penser aux problèmes qu'ils ont eu la veille ou qu'ils auront le lendemain, qui se lèvent le matin avec la pression à mort et qui se jettent un café vite fait dans la bouche pour courir directement prendre leurs responsabilités et qui ont du monde à gérer parce qu'ils ont soit des collaborateurs, des clients, peu importe. C'est un brouhaha constant, et si on n'est pas bien calibré, si à un moment donné, il y a quelque chose qui flanche, c'est la boîte qui flanche avec nous. Et c'est vrai que c'est important. Alors, je parlais justement des sportifs de haut niveau. En préparation mentale du sportif, justement, j'ai passé un diplôme il y a maintenant pas mal de temps pour accompagner les entrepreneurs à l'époque, pour accompagner les dirigeants, mais avec les outils de la préparation mentale du sportif. Alors, ça m'a amené à accompagner des champions. J'adore parce que je suis sportif dans l'âme. Mais il y a le physique, il y a la tactique, il y a la technique. Donc, il y a le dernier qui est le plus important dans les quatre piliers, qui est le mental. Et si on n'est pas bien dans sa tête, si on flanche parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, si on n'arrive pas à gérer notre stress, parce qu'il y a du bon stress, alors tu parlais de quelque part cette dose d'adrénaline à entreprendre, à lancer les choses, etc. La part des choses est à faire entre le bon stress et le mauvais stress. Et dès lors qu'on se laisse envahir par une forme d'anxiété, parce que justement les peurs ont pris le dessus, comme par hasard, alors qu'on était très excité au départ, un jour ça va plus, je dors pas bien, je suis fatigué, je commence à avoir des maux physiques, etc. Peut-être que tu as connu, c'est là où je veux en venir avec toi, mais tous ces passages-là, encore une fois, tous ces passages-là, il y a une chose à comprendre, à analyser. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui, alors que j'étais super excité, j'étais plein de motivation à monter ma boîte. Aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas vraiment s'il faut que je continue. Putain, je suis en train de morfler. Du coup, mon couple peut flancher, mes amis, je les vois moins, je fais plus de sport, je mange sur le pouce et je mange mal. Bref, tout décline. Est-ce que toi, tu as connu ces périodes, je vais les appeler ces périodes de déchéance quelque part à un moment donné, parce qu'on est en train de se perdre. Est-ce que tu as connu ça dans ton parcours, toi? Bah écoute, tu viens de me décrire. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas voyant, par contre, je suis passé ça par arrive là. à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. On passe par là. Quand tu es entrepreneur, déjà, tu as les doutes, tu as le stress. Moi, j'ai quitté un job où je gagnais 2500 net hors taxe. Ouais. Je vivais dans une petite ville, donc j'avais ma maison, je remboursais mon crédit. Donc, j'avais une vie plutôt bien, quoi. J'avais les amis pas loin, j'avais ma maison que j'avais achetée, que j'avais retapée, je m'étais fait mon jardin japonais, tu vois, en mode zen. Ouais. J'avais tout fait. Et j'ai tout quitté. J'ai tout quitté de A à Z pour un boulot où tout le monde me disait que ça allait pas marcher. Donc en fait, au début, quand j'ai quitté, j'étais tout content. 2-3 mois après, l'été était fini.
commençait à pleuvoir et tout, je commençais à moins sortir. Et là, j'ai le moral qui a commencé à flancher. Je dis, ah, mais il faut vraiment que je me développe. Donc, en fait, tu te mets cette pression-là. Ensuite, tu signes. Donc, tu as ce nouveau pic d'adrénaline en mode c'est cool. Ouais. Et derrière, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, il y a ça. Ah oui, alors du coup, si je perds ce client, c'est pas bon, donc il faut que je re-signe encore. Et derrière, tu vas avoir tout le reste derrière, tout qui va s'empiler. Toutes les petites choses qui vont venir, tu dois tout gérer. Là, pour l'anecdote, j'ai un de mes associés, il est en France. Il doit payer sa CFE pour la première fois. Il a 1 mois pour payer. Il a voulu aller sur le site. Ah, vous avez créé votre compte. Vous allez recevoir dans les 72 heures un mail. D'accord ? 72 heures pour recevoir un mail avec un code. Derrière, ça va déclencher un courrier qui va vous être envoyé sous 2 semaines environ. D'accord ? Donc, en fait, les 1 mois pour payer, ça se trouve, en 1 mois, il n'aura même pas reçu le tout. Ouais. Donc ça, c'est du stress qui se rajoute auquel on ne pense pas quand on est employé parce qu'on ne le sait pas. Et c'est Bien normal. sûr, bien sûr. Et tu as plein de petites choses qui viennent s'ajouter. C'est-à-dire que vie privée, tu as un petit souci, ça va impacter ton business. Moi, depuis que je me suis associé, des fois, tu en as toujours un qui est plus excité que l'autre. Alors, tu en as un qui va ralentir un peu l'autre. Le problème, c'est que s'il y en a 2 qui sont un petit peu dans le mou, et s'il n'y en a pas un 3e pour relancer, comment ça se passe ? Du coup, ça peut battre de l'aile. Il y a moins d'idées parce que nous, on travaille énormément sur le côté créatif. On a ça, nous, c'est vraiment notre travail, c'est de générer des idées pour tout. Et si tu n'as pas le moral, si tu n'es pas bien, si tu as énormément de surcharge, que tu n'arrives pas à gérer tout ça, tu es moins créatif, tu as moins d'idées et ça impacte tout. Tu te dois d'être créatif. Tout chef d'entreprise, alors toi, tu es dans quelque chose de très créatif puisque c'est ton métier, mais un chef d'entreprise aujourd'hui qui n'a pas cet esprit créatif, c'est-à-dire qui n'a pas ces lumières quelque part pour développer sa boîte. Une boîte, on le disait tout à l'heure, une boîte qui stagne, c'est une boîte qui se meurt. Cet esprit créatif, il est important. On a besoin à ce moment-là dans notre pleine capacité intellectuelle. Et une chose intéressante que tu dis, je vais rebondir dessus, et là sur un aspect physiologique et psy, le stress tel qu'on l'entend au quotidien, où c'est pas grave de stresser. Là où il devient un petit peu problématique, c'est que, je sais pas si tu le sais, de pas te l'apprendre, mais notre première réaction chimique quelque part face au stress, c'est une décharge d'hormones qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, sa première fonction, c'est que quand tu es face à un vrai danger, un camion qui te fonce dessus par exemple, une de ses premières fonctions au cortisol, c'est de venir anesthésier ton cortex préfrontal. Celui qui sert à intellectualiser, mémoriser, concevoir, etc. Donc quand tu parles de créativité, moi je vais parler aussi de lucidité. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise aujourd'hui qui n'est plus lucide, c'est un chef d'entreprise, effectivement, tu le disais, quand il y a 2 associés qui sont dans le down, c'est compliqué. Mais imagine ceux qui sont tout seuls, qui ne peuvent même pas le dire, tu le sais, et qui ne peuvent même pas le dire à leurs collaborateurs. On ne peut pas arriver le matin, dire à ses collaborateurs, excusez-moi l'équipe, aujourd'hui ça ne va pas, j'ai pas bien dormi, on a des problèmes, j'ai la trésor qui n'a pas, j'ai ma femme qui me fait la gueule, etc. Bref, on ne peut pas se permettre de manager, entre guillemets, de cette façon-là, qu'est-ce qu'on va transmettre ? C'est important justement de comprendre que si je veux rester créatif, si je veux rester proactif quelque part dans mon activité, j'ai besoin d'un maximum de capacité intellectuelle et que le premier poison de mon outil principal, qui est donc mon lobe cérébral, c'est le cortisol, donc le stress. Et c'est comment, on revient à ça, tu me dis, mais comment ne pas stresser ? Enfin, je veux dire, la vie de chef d'entreprise, c'est du stress. Non. Alors, bien sûr, c'est une certaine pression. Mais encore une fois, comment je me positionne face aux événements, comment je juge les événements, comment je réagis émotionnellement face à ces événements, vont faire que finalement, je vais avoir du bon stress, ou au contraire, je vais avoir une petite dose d'adrénaline pour rebondir, comme tu as pu le faire toi dans ta carrière, rebondir et dire, attends, ok, c'est bon, j'ai compris, maintenant, on attaque. Mais on doit aussi accepter ces moments de down. C'est-à-dire que de la même façon qu'on ne se lève pas tous le matin, et tous les matins surtout, avec une pêche d'enfer où on va tout éclater, on se lève des matins où on est fatigué, on a des courbatures parce qu'on a fait un effort il y a 2 jours et que c'est plus compliqué, qu'on n'a peut-être pas trop le moral parce qu'une mauvaise nouvelle nous a plombé il y a quelques jours avant, puis c'est en train de remonter émotionnellement, et puis je sors la tête dehors, oh, il pleut aujourd'hui, il fait froid. Bref, on a le droit et c'est OK. Et je pense que plus vite, on revient sur cette résilience, plus vite j'accepte mon état, plus vite je peux passer à une autre émotion. Et quand on priorise, c'est-à-dire que le fait de se dire, OK, ma priorité, en fait, c'est de maintenir mon moteur, mon cerveau, pour le coup, pour un chef d'entreprise, pour d'autres aussi, il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui ont un cerveau, je ne voudrais pas faire de maladresse, mais si je sais et si je priorise mon état mental, si je priorise justement ma pleine compétence cérébrale pour justement avoir l'imagination nécessaire, pour avoir le punch nécessaire pour conclure mes contrats correctement ou pour être justement dans la bonne opération en fait, de tout ce que j'ai à faire, ce que je dois prioriser finalement, c'est le fonctionnement cérébral, mon mental, mon mindset. Justement, juste en face, on a mon stress.
comment je peux faire que ma vie, quelque part, soit la moins stressante possible, quand je sais que c'est juste une question de pensée, c'est juste une question de mindset, finalement, de voir les choses d'une certaine façon. J'ai un problème. Bon, ben c'est comme ça, on va trouver une solution. Alors, c'est vrai que moi, je fais à beaucoup de monde, parce que c'est souvent ce que je dis, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, c'est pas un problème. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la meilleure arme des mecs comme toi, mais de 100% des entrepreneurs et de 100% des humains, c'est de pouvoir se poser en priorité la gestion justement de ces émotions pour garder l'esprit clair sur notre objectif de vie ou notre objectif professionnel. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. Quand tu es entrepreneur, tu disais tu peux pas te pointer et puis te plaindre auprès de tes équipes ou autres. Non, Ouais. parce que tu es le garant justement Ouais. de ça. Donc en fait, tu dois faire semblant, même quand ça ne va pas, ça doit aller. En fait, un entrepreneur, il doit toujours aller bien. Tu n'as pas le Alors choix. c'est intéressant Et ce que tu dis, je te coupe, Jérôme. Je dois faire semblant. C'est là où je te dirais non. Faire semblant, c'est une chose, mais à ce moment-là, tu dois prendre sur toi. Et prendre sur toi, tu touches directement à ton estime et à ta confiance en toi. Limite à te dire, je me trahis parce que ça va pas, faut que je dise que ça va. Non. Et c'est là où c'est là où moi j'interviens tu vas très pas souvent. laisser finir. Justement, pardon, excuse-moi. Et je vais te laisser finir juste après, mais je suis obligé de réagir. Je suis obligé de réagir. On peut pas faire semblant. Faire semblant, c'est te faire du mal à toi. Et tu mérites pas, alors que tu as déjà une boîte sur les épaules, des collaborateurs, des clients, etc., de faire semblant et justement de ne pas être entendu. Et c'est vrai qu'il y a la phase d'anticipation, justement, à ne pas avoir à faire semblant, mais il y a la phase aussi où, comment je fais finalement quand ça va pas? Parce que j'ai le droit à un moment donné de ne pas aller bien. C'est pas parce que je suis performant tous les jours que sur 365 jours de l'année, je vais pas avoir quelques jours où je suis pas bien. Et on parlait de liberté au tout début, j'ai cette liberté aussi de dire à un moment donné, attends, stop, aujourd'hui, ça va pas le faire. Aujourd'hui, vous savez quoi, les gars, vous débrouillez sans moi. Aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre soin de moi et je reviens. Excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse finir. Justement, j'allais dire, tu es obligé de faire semblant. Et en fait, faire semblant, ça marche pas longtemps. Parce que plus tu fais semblant, genre ça va bien, tu as des pics en mode ah ça va bien. Et puis le jour où tu as un gros souci, de toute façon, personne n'est là pour te demander comment tu vas quand tu as C'est une sûr, boîte. c'est sûr. Tu es là pour gérer les personnes ou autre. Et là où, justement, on parlait des pics, des fois la motivation baisse, c'est là où tu as une discipline, tu es obligé d'avoir une discipline et de t'imposer une discipline. En mode, moi, je sais que maintenant, je marche tous les jours, je cours 3 fois par semaine, je fais du sport à côté, j'essaie de manger équilibré un maximum, même si il y a toujours des écarts. Mais déjà, rien que ça limite, en fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand ça ne va pas, de rester dans ce mal-être. Parce que justement, t'as personne, si tu n'as personne qui va venir te parler ou te demander, et encore moins quelqu'un comme moi qui travaille en ligne, où j'ai pas les gens en face de moi, Ouais. et où des fois, on ne communique pas pendant une semaine parce qu'on fait le boulot de notre côté, ça ne marche pas. Et nous, dans le marketing, justement, dans notre façon de faire, on travaille sur tout ça, sur tout ce qui est endorphine et tout ça, pour que les gens, on déclenche une réaction chimique Bien sûr. quand ils lisent, que ce soit des VSL, que ce soit un email, que ce soit une communication, un script vidéo. Il faut qu'on fasse ressentir quelque chose aux personnes pour déclencher une réaction. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu apprends comment ça marche, tu te dis, en fait, il ne faut pas que je fasse semblant. Oui, tu l'attaques pour toi aussi. Tu fais plus semblant, en fait. Tu as quelque chose qui va pas, et ben il faut le dire. Parce que déjà, quand tu le dis, ça soulage. Les personnes, elles savent ce que c'est. Et derrière, tu vides un peu ton sac. Et si tu as une discipline à côté où tu vas courir, ça te libère. Moi, toutes les 2 heures, je vais marcher 20 minutes parce que sinon, j'ai le cerveau qui explose. J'ai besoin pour évacuer. Et avec ça, en fait, il n'y a plus de moments où je me sens vraiment, comme j'ai pu connaître avant, pompé, rincé, à plus avoir d'idées ou autre. Non, je vais avoir des moments où je suis un petit peu moins bien, des moments où je vais être mieux, mais mon niveau général, il est beaucoup plus haut. Et quand tu as des personnes que tu dois gérer, des clients constamment à avoir en call ou autre, tu n'as pas besoin de faire semblant parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de faire semblant. Mais ce que tu parce que tu as tout ça, en fait. Ce que tu soulignes, Jérôme, ce qui est très important, encore une fois, c'est l'équilibre. Ouais. C'est-à-dire que les routines, parce qu'on parle de routine, lorsque effectivement tous les jours, tu as tes petites habitudes qui font que tu vas rebooster quelque part ton endorphine, ces routines, en fait, elles sont hyper importantes justement pour monter notre niveau quelque part de positif au quotidien. Alors moi, je l'appelle le coffre de pirate, c'est ton trésor à toi. Le fait d'aller courir ou d'aller marcher tous les jours, de faire certaines choses au quotidien, des petites choses peut-être, mais qui sont des ancrages finalement positifs qui vont te permettre d'absorber beaucoup plus facilement en fait les aléas de notre quotidien, les aléas qui sont plus ou moins négatifs pour le coup. Donc les routines sont importantes et ces routines-là vont permettre à la fois, je dirais, d'améliorer ton bien-être en tant que personne, parce que tu es avant tout une personne. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, c'est entre guillemets le costume que tu mets pour aller travailler. Cette personne qui peut effectivement se sentir bien et surtout se réaliser à travers le fait de prendre soin d'elle. Et puis, à côté de ça, effectivement, d'amoindrir les effets des problèmes qu'on pourrait avoir au quotidien. Je reviens sur un truc que tu disais juste avant.
Le fait de se sentir un peu seul parfois, cette solitude. Alors ça, on en parle souvent. Parce qu'un chef d'entreprise, oui, il a des équipes, il a des clients. En fait, il n'est jamais seul. C'est vrai que cette notion de solitude, on n'est jamais seul. On est tout le temps sollicité sur le téléphone, par mail, machin, etc. On n'est jamais seul. Mais cette notion de quand j'ai un problème, je ne peux pas vraiment en parler. C'est pour ça que je soulevais tout à l'heure, j'étais un peu taquiné sur le fait de faire semblant. Mais il y a un moment donné, on se sent seul. Et quand on parle de solitude de l'entrepreneur, ça, c'est difficile à digérer. Parce que au moment où je crée quelque chose qui fait vivre du monde autour de moi, qui fait vivre des clients mieux, qui fait vivre des collaborateurs, qui fait vivre ma famille, enfin peu importe. Quand moi j'ai un problème, finalement, je ne peux pas en parler. C'est-à-dire que quand moi j'ai un problème, tout ce que j'ai à faire, c'est fermer ma bouche et aller courir une demi-heure pour me détendre. Ça, c'est compliqué. Et encore une fois, c'est une notion, hein, la solitude, parce qu'on n'est pas seul. C'est qu'on décrit la solitude. D'ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus à partir du moment où tu vois moins d'une personne par semaine. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire « je suis seul ». Mais en tout cas, cette sensation un petit peu injuste, hein, c'est un petit peu amer justement de tout faire tout seul au départ, de rendre service et d'apporter quelque chose de plus aux autres. Et quand il y a un problème, finalement, je me retrouve encore tout seul. Toi, tu le vis comment ou tu l'as vécu comment, ces moments de solitude? Parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans ton présent actuel, mais quand tu as traversé ce genre de période, à quoi ça t'a fait penser par rapport à toi, personnellement, l'homme que tu es? Je parlais d'injustice, je parlais de sentiments amers. La solitude d'entrepreneur, ça se vit comment? Moi, je viens d'une famille où il n'y a pas d'entrepreneur. D'accord. J'ai ouvert ma boîte à 25 ans, tout seul. J'ai dû embaucher une personne en vente, j'ai dû la licencier au bout d'un an. Je me suis retrouvé 2 ans à gérer tout seul, D'accord. à tout fabriquer moi-même, à vendre. Donc, c'était énormément de travail, donc forcément, épuisement physique, mental aussi. J'avais personne avec qui parler de ça en mode bah non, en fait, là, ça va pas, je passe mon temps à bosser, je suis fatigué ou autre. Non, tu as les clients, ils arrivent, on discute, et puis c'était les seuls contacts. Mais tu ne peux pas dire à ces gens-là qui viennent acheter ou les trucs comme ça, en mode ah bah non, ça va pas aujourd'hui. Ouais. Non, tu peux pas Ouais. te permettre. Parce que les gens, encore plus, moi j'étais en campagne, j'avais beaucoup de personnes âgées, j'avais des gens comme ça qui venaient, c'était leurs 5-10 minutes de discussion, ils étaient contents parce qu'ils ne voyaient pas grand monde. Ouais. Ils ne voient pas grand monde, donc là, du coup, bah, Tu vas pas leur raconter je tes vais, problèmes je à vais pas toi. venir Ouais, en c'est disant ça. ah bah non, et après derrière, le boulanger, dis donc, ça marche pas. Ouais. Et ça, tu le vis mal, et surtout quand tu n'as pas d'entrepreneur autour de toi. Ouais. Et Ouais. avec le temps, surtout en ligne, moi, ce que j'ai fait, la première chose, en fait, quand ça marchait bien, ça a été dans un groupe où il y avait d'autres personnes qui faisaient le même métier que moi. Ouais, c'est important ça. Parce que, justement, les problèmes des autres. Mais les problèmes des autres, c'est aussi apprendre à comment gérer ces problèmes-là. Et tu as toujours des gens qui vont venir te voir, et que ce soit des gens plus évolués ou moins évolués. Il y a des gens qui vont avoir un autre parcours. Tu as des gens qui ont toujours tout réussi, et à un moment, ils ont un gros down parce qu'ils ont un gros souci qui leur arrive. Et là, tu arrives, non, mais attends, t'inquiète, j'ai déjà connu ça. Et là, déjà, ça va mieux. Bien sûr. Déjà, tu te sens moins seul. Tu as des gens qui ont des mots sur tes problèmes. Et déjà, bah, tu réagis mieux, tu le vis mieux aussi. Parce que alors ça, on peut dire ce qu'on veut, mais même si on a une discipline ou autre, qu'on est bien, tu as un gros truc qui t'arrive dessus, tu peux pas tout gérer. C'est évident. C'est évident. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça des chocs d'ailleurs. Voilà. Et bah, le fait d'avoir des gens comme ça, c'est pour ça que je me suis associé aussi, parce que tu as toujours des gens qui ont d'autres problèmes, et il y en a toujours un qui est là pour rattraper l'autre. Ouais. Et bah, du coup, je donne des coachings, je vais à des coachings aussi, je parle avec des entrepreneurs, je connais des entrepreneurs qui font 100 fois plus que moi. J'ai des gens comme ça avec qui on parle, et j'ai même des clients qui font du 8 chiffres par an, des fois qui me disent « Ah putain, en ce moment, ça va pas, je suis un peu dedans et tout. » Et du coup, ok, bah attends, t'inquiète pas, j'ai... C'est important ce que tu dis en termes de verbalisation, c'est-à-dire de pouvoir le dire aux autres, et à la fois d'être aussi à l'écoute des autres. En fait, cet accompagnement quelque part qu'on peut aller chercher ou se proposer pour soi-même, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, effectivement, entre verbaliser, avoir la vue, la vision, quelque part, la lumière de quelqu'un d'autre par rapport à ce que lui aurait pu déjà avoir vécu, en tout cas, son point de vue différent du tien, c'est déjà un point important pour continuer à avancer malgré justement ces périodes-là. Et tu sais comment sont les gens, il y a un problème, on va en faire une montagne. Ouais, c'est ça. Et si tu as quelqu'un en face qui est passé par là, mais non, t'inquiète, regarde, ça va aller mieux, vas-y, laisse un peu passer, ça va aller mieux, tu vas voir, dans 3 jours, ça va mieux. Ah ouais, effectivement, ça va mieux. Et tu te fais une montagne, et c'est là que tu te mets le moral le plus bas possible, alors que c'est un petit truc en fait qui est sans importance. Aussi, les peurs s'invitent. Mais oui, c'est ça. Et le fait d'avoir des gens toujours à côté en disant ouais, mais non, t'inquiète, ça va le faire. Des fois, tu fais une erreur, ça arrive. Tu as quelqu'un qui va dire ouais, non, mais attends, regarde, on peut rattraper ça comme ça.
Ah, cool. Top. Ouais, on se sent plus seul. Et là, pour le coup, tu as l'accompagnement qui te permet de passer C'est de ça. traverser ce Parce cap-là. que Ouais. tu as des gens qui traversent exactement ou qui ont traversé. Et du coup, bah, tu te dis, ah d'accord, ok. Et déjà, rien que là, tu te soulages, en fait. Tu as une grosse partie de la Bien pression sûr. qui se barre Ouais. directement. Et là, tu te dis, ah d'accord, en plus, c'était même pas si grave que ça. Et le fait d'avoir des gens comme ça, ou d'avoir ne serait-ce qu'une personne comme ça, pour t'aider à t'accompagner quand tu as des soucis et te faire réaliser que, t'inquiète, c'est un problème, ça arrive. Il y a des méthodes, on peut trouver quelque chose, il y a une solution, il y a toujours une solution. Ouais. On va essayer de trouver la solution, même si on ne l'a pas là, c'est pas grave, on va essayer de la trouver, on va faire ce qu'il faut. Déjà, tu as une grosse partie du poids Ouais. qui s'enlève. Et quand tu es entrepreneur, que tu as plusieurs personnes, et que là, tu te dis, ah, c'est bon, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est bon, t'inquiète, je vais trouver une solution. La personne, direct, tu as 90% de la pression Ouais. qui s'en va d'un coup. Bien sûr. Et c'est pour ça que se faire accompagner, c'est hyper important. Moi, je le fais C'est toujours. ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais dire. D'où l'importance d'être effectivement bien entouré, bien accompagné. Enfin, je veux dire, c'est suicidaire aujourd'hui de penser pouvoir réussir seul. C'est-à-dire qu'on parle à la fois, c'est ce biais important entre cette solitude qu'on peut ressentir et à la fois quelque part de refuser l'accompagnement. On voit beaucoup de chefs d'entreprise qui aujourd'hui en fait veulent se débrouiller tout seuls. C'est-à-dire qu'on a l'impression, encore une fois, qu'ils pourraient s'en sortir. Alors, il y a des choses qui freinent aussi. Hein. Les gens qui ne veulent pas investir sur eux, c'est encore autre chose. Mais le fait d'être bien entouré, de se faire bien accompagner en fait pour créer sa propre évolution, je pense qu'aujourd'hui, c'est indéniable. On ne peut pas faire autrement. Enfin, moi, le premier, je suis accompagné. Moi, le premier, je suis coaché sur plusieurs axes. J'ai un psy pour mon mental, j'ai un préparateur physique pour le sport. Bref, je me fais évidemment coacher, et même pour ce genre de travail qu'on fait aujourd'hui, par exemple. C'est hyper important aujourd'hui de pouvoir se dire que seul, alors que je ne veux pas être seul, je ne pourrais pas y arriver. Donc, l'importance en fait de l'environnement, l'importance d'être encouragé par sa famille, l'importance d'être encouragé par ses amis, ses collègues, peu importe. L'important lorsqu'on choisit des associés, de choisir bien ses associés. C'est un épisode qui apparaîtra bientôt et qui est sur la chaîne YouTube aussi. Justement, les couples d'associés, mais aussi les associés en fait dans une entreprise. C'est hyper compliqué aujourd'hui effectivement de trouver je dirais la bonne fusion entre les personnages, d'être toujours sur la même longueur d'onde, d'avoir exactement toujours les mêmes objectifs. C'est hyper important. Donc, c'est hyper important de bien choisir en fait son environnement et de pouvoir être suffisamment à l'aise et en sécurité pour évacuer à un moment donné ce qui n'est pas OK et justement célébrer des réussites avec cet environnement-là. J'allais même te dire, grosse différence, parce que je suis déjà passé par là. Quand tu es à ton compte, que tu travailles énormément et que tu vis avec quelqu'un qui n'était pas dans le business avant, qui arrive et qui a une vie à côté et qui se rend compte que tu travailles beaucoup, des fois, vu la personne n'est pas entrepreneur, elle ne peut pas savoir. Il y a un vrai Elle choc le des cultures. découvre et des fois, c'est un choc en mode... moi, après, c'est un peu particulier, mais j'avais ma boulangerie-pâtisserie. On ne pouvait pas regarder un film sans faire une coupure, parce que si j'avais des clients ou autre, je ne pouvais pas. Moi, j'étais à l'arrière. Des fois, je devais bosser. Et une personne, en fait, doit accepter, si elle est avec un entrepreneur, que la personne qui entreprend, elle a des obligations et que des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, tu peux dire non, moi, je me réserve ça. Par exemple, moi, je sais que quand je suis en couple, je me réserve le samedi, dimanche. Vraiment, je fais le minimum le samedi matin et je me laisse tout le reste. Donc, ça veut dire 1 heure le samedi matin pour bosser. Tout le reste, c'est vie de famille, vie personnelle. Mais il y a des fois, tu as une urgence qui tombe, tu n'as pas le choix. Ouais. Et ça, tu as des gens qui ne sont pas capables de l'accepter. Et quand tu es entrepreneur, il y a des fois, tu as un gros souci qui arrive, tu n'as pas le choix d'intervenir, Bien tu ne sûr. peux pas laisser ça Bien comme sûr. ça. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Ouais, et c'est intéressant de comprendre qu'effectivement, dans cette notion de liberté, c'est-à-dire je fais ce que je veux, je crée mon activité, c'est pas tout rose tous les jours. Et c'est justement là où, justement, on parlait d'équilibre. C'est important d'équilibrer entre ce qui va être contraignant, c'est-à-dire les tâches à réaliser, les impondérables et les problèmes qui peuvent survenir, et justement, au quotidien, d'intégrer cette notion de plaisir et de savoir pourquoi on fait ça. Parce qu'un entrepreneur aujourd'hui qui ne sait pas ce qu'il fait et pourquoi il le fait, on ne donne pas cher de sa peau. Enfin, je veux dire, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Il faut dire ce qui est, surtout, alors ça dépend où on exerce, mais il y a certaines conditions aujourd'hui qui sont de plus en plus compliquées pour les entrepreneurs. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, encore une fois. Tout est possible, à condition de trouver les bonnes solutions et à condition de mettre en face en fait, de nos désirs, de notre désirata quelque part, en fait, des éléments et des moyens qui nous permettent justement de nous sentir libres dans notre décision d'être chef d'entreprise. Jérôme, c'est une belle discussion qu'on a eue là. C'est très intéressant. Si toi, tu devais mettre en avant aujourd'hui par rapport à toi, ce qui t'a permis, donc on a parlé de plusieurs choses, ce qui vraiment a été important pour toi en tant qu'homme, en tant que Jérôme,
ce qui t'a permis à toi de traverser, de créer, de rebondir, d'accepter, et justement cette remise en question permanente qui est nécessaire, c'est quoi chez toi l'élément magique, entre guillemets, qui t'a fait avancer? Compliqué à répondre comme ça. Mais tu le disais tout à l'heure, un entrepreneur, c'est un métier à part. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu as énormément de métiers. Ça peut être la comptabilité, en pâtisserie, ça va être la fabrication, mais tu vas aussi avoir la vente, tu vas avoir la gestion. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là, en fait, moi, c'est ça qui m'a construit. La première boîte, je me suis planté, j'ai fait une liquidation judiciaire simplifiée, j'avais pas de dette, donc tant mieux. Je suis reparti à zéro, mais j'avais quand même tout perdu. J'avais perdu l'argent que j'avais mis dedans, je suis reparti avec zéro à 28 Ouais, ans, bien avec sûr. plus rien, plus de logement, plus de voiture, plus rien du tout. Bah, en fait, c'est juste cette capacité, c'est pas magique, mais c'est cette capacité à prendre le temps d'analyser, à rebondir, et pas se laisser justement ces petites choses-là, même si des fois c'est des grosses choses, de bouffer. Ouais. Parce que c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. En fait, des échecs, tu en auras toute ta vie. Il y aura toujours Bien un sûr. endroit où tu te planteras. Tu peux pas tout passer tout seul parce que un entrepreneur doit tout faire, mais tu peux jamais tout gérer parfaitement. C'est impossible. Moi, je suis partisan il faut apprendre à gérer. Quand tu sais gérer, tu délègues quelque chose que tu peux déléguer à quelqu'un qui saura mieux le faire que toi. Par contre, tu sais déjà ce que c'est. Et au moins, tu vas aller prendre quelqu'un qui est meilleur. Donc, comme un psy, si tu écoutes tes potes, bah, c'est bien, mais des fois, il vaut mieux avoir un psy. Ouais. Quand tu as une comptabilité à gérer, bah, il vaut mieux déléguer au comptable plutôt que de Bien faire sûr. n'importe quoi. Chacun son job. Et en fait, c'est ça, c'est cette capacité. Bah, moi, ce qui m'a permis à chaque fois de m'en sortir, parce que, comme je l'ai dit, je me suis cassé la gueule un nombre incalculable de fois, cette capacité à analyser et à ne plus reproduire ces mêmes erreurs, en fait. Analyser et comprendre, tout simplement. Comprendre pourquoi. Parce que quand tu comprends pourquoi, tu sais que tu ne vas pas refaire la même chose et tu vas penser différemment. Et tous ces petits échecs, à toujours comprendre pourquoi ça n'a pas marché, ça te fait grandir. Et quand tu te retrouves face à un échec, tu réagis plus comme avant ou tu laisses couler. Bien C'est en sûr. mode, attends, j'analyse tout de suite avant que ce soit pire. Et ça te permet de passer Au fur et à mesure des échecs et au fur et à mesure qu'on trouve des solutions face aux échecs, effectivement, il y a aussi la confiance en soi qui s'installe. Ouais. C'est plus une résistance, justement, c'est une forme de lâcher-prise qui fait que je sais que j'ai vécu déjà un certain nombre d'échecs, que je les ai dépassés et qu'à partir de là, j'ai plus raison finalement d'avoir vraiment peur. Moi, en plus, mon travail, c'est de régler les problèmes des autres. Bien sûr. C'est de trouver des solutions pour développer. Tiens, ils ont un problème, ça marche pas assez, il faut que je réfléchisse. Mais en fait, c'est tout ça. En tant qu'employé, mais dans ma vie perso et en tant qu'entrepreneur, bah, à force de tomber et d'analyser pourquoi tu t'es cassé la gueule, bah, tu t'évites de la chute, justement. Ouais. Et bah, en fait, c'est tout ça qui fait que tu peux apporter un maximum de choses aux gens. Oui, c'est ta vraie valeur. Même un problème inconnu. C'est une vraie valeur ajoutée d'arriver effectivement à servir tes clients avec justement ton parcours, l'expérience et les leçons que tu en as tirées. Bravo Jérôme pour ce parcours. Une dernière question pour finir. Si tu pouvais choisir parmi plusieurs pouvoirs, voire super pouvoirs, pour devenir un super entrepreneur, ça serait quoi le super pouvoir que tu choisirais aujourd'hui ? Ce serait bizarre, mais en fait, on va revenir toujours sur les erreurs. C'est d'avoir, je sais pas, un livre magique avec les erreurs de tout le monde, en mode que je puisse chercher, tiens, pourquoi on en arrive là, donne-moi quelqu'un à qui c'est arrivé, comment il a fait, comment il a rebondi, quel était le problème, comment il a fait. Ouais. Ça, ce serait le bonheur. ChatGPT ne le fait pas encore, ça. Non, ne fait pas encore. Mais... Par contre, je peux te donner un élément de réponse. Ouais. Traverse tes peurs. C'est-à-dire que les erreurs sont des conséquences, les conséquences de choix qu'on a fait avec courage, mais très souvent, ces erreurs-là peuvent nous faire juste intégrer qu'on ne peut pas. Au moment où on se dit que j'aimerais faire quelque chose et que je ne peux pas le faire, c'est à ce moment-là où en fait, on doit se mettre un grand coup de pied au cul, très clairement, pour traverser cette peur, parce que c'est juste derrière la peur en fait qu'existe le merveilleux. Et si il y avait un bouquin qui nous expliquait quelles erreurs ne pas faire, je dirais que ce serait une grande fumisterie parce que chacun a ses propres erreurs à faire justement pour grandir. Donc ce bouquin-là, il pourrait s'appeler Comment grandir par moi-même, puisque nos erreurs, on doit les faire nous-mêmes pour apprendre par nous-mêmes et suivre notre chemin et atteindre en fait là où on doit aller. Et c'est justement là où ça fait la différence entre celui qui va avoir le courage de passer à travers ses peurs et celui qui va rester derrière sa peur. Et celui qui va réussir et celui qui va rester là où il était en rêvant de réussir. Merci Jérôme en tout cas pour cet échange, ce riche échange. Et je te souhaite plein de bonnes choses, dans la continuité de ton succès. Et puis je te dis à une prochaine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté, d'avoir suivi ce nouvel épisode avec Jérôme. Ça a été très inspirant. On a vraiment parcouru les grandes lignes, même assez
assez concrètement ce que traverse un entrepreneur au quotidien. Alors n'oubliez pas, un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui maîtrise son mental.